Le 6 juin 1944, une aube incertaine se lève sur les eaux agitées de la Manche. Plongée dans la nuit de l'occupation depuis 4 longues années, la France attend impatiemment ses libérateurs américains. Mais davantage qu'une simple libération, c'est l'annonce d'une mutation culturelle profonde qui descend sur la France. McDo, rock, rap, Hollywood, consommation. L'histoire commence avec les cigarettes et le chocolat que distribuent les GIs. Le débarquement signale la naissance d'une grande puissance. L'armée des États-Unis, inférieure à celle de la France à la veille de la guerre, est désormais la première au monde. La France dévastée de l'après-guerre manque de tout. Maisons, écoles, usines, tout est à reconstruire. Dans ce contexte dramatique marqué par le froid et la faim, l'exemple de l'Amérique triomphante est tout naturellement celui vers lequel on se tourne. En 1947, Washington fait le premier pas en annonçant la mise en œuvre d'un plan d'aide économique audacieux. Juin 47, M. George Marshall prend la parole à Harvard. Les destructions visibles de la guerre, déclare-t-il, sont probablement moins graves que la dislocation de toute la structure de l'économie européenne. Il faut aider à remettre l'Europe sur le chemin de la guérison. La France et l'Angleterre provoquent aussitôt la réunion des 4 grands à Paris pour étudier la proposition du secrétaire d'État américain à laquelle M. Molotov refuse de souscrire. Pendant ce temps, devançant les décisions du gouvernement, le peuple américain manifeste sa solidarité à l'égard des peuples amis d'Europe. Certainement, les Américains constatent la misère dans laquelle les Européens vivent. Bien sûr, les Américains veulent aussi jouer un rôle en Europe, mais surtout, ils ont compris que les États-Unis ne peuvent pas être riches tout seuls. Si l'on veut que le monde occidental repose désormais sur des échanges commerciaux, et si l'on veut que ces échanges commerciaux soutiennent les valeurs démocratiques, il faut que des deux côtés de l'Atlantique, il y ait des partenaires en état de commercer et en état également de défendre ces valeurs démocratiques. Ce qui fait que le plan Marshall, c'est à la fois une pincée d'idéalisme et une pincée de réalisme. Entre générosité et intérêt national bien compris, le plan Marshall va permettre à la France de financer sa reconstruction. Les États-Unis ont veillé à ne pas heurter la fierté nationale française. Washington laisse apparaître une grande liberté d'action dans l'utilisation des fonds qui lui sont alloués. À terme, l'Amérique ne peut que bénéficier de cette modernisation à marche forcée. Mais c'est sans compter sur la capacité de résistance de beaucoup de Français qui considèrent avec méfiance le progrès et la modernité, notamment dans les campagnes. La France est encore un grand pays rural. Il faut encore convaincre les gens de la campagne que le progrès est une bonne chose. Ils restent persuadés que l'essentiel, ce serait de revenir à ce qu'ils ont connu. Donc il faut là aussi transformer les méthodes de culture. Donc tout cela nécessite, si vous voulez, un changement dans les mentalités. Il faut du temps. Dans le port du Havre, les navires américains chargés d'apporter à l'Europe, et en particulier à la France, les marchandises du plan Marshall arrivent à une cadence accélérée. M. David Bruce, représentant américain, et M. Pfimlin, ministre de l'Agriculture, assistent au chargement des tracteurs agricoles fournis par les États-Unis dans le cadre de l'aide Marshall. La mission du plan Marshall était d'apporter une aide au développement. Et cette aide s'est traduite d'abord en agriculture par l'arrivée à des coûts très intéressants de la motorisation sous forme de tracteurs. Les premiers sont arrivés sont les Farmall avec les 2 roues qui étaient 2 roues rapprochées. Donc on est passé d'une agriculture système autarcique, ça a été les prémices de l'agriculture d'entreprise. L'industrie depuis 50 ans s'est intensément modernisée dans son matériel et dans ses méthodes.
L'agriculture s'est engagée dans la même voie. Dans la journée, on faisait des cours aux enfants. Le soir, nous faisions des projections de films agricoles. Et à la fin de la projection de films, nous avions la possibilité de faire un tout petit repas préparé, un petit peu faisant rentrer la ville à la campagne, une présentation avec l'enseignement ménager. C'était une salle d'école, l'écran c'était un drap, il y a eu des salles de fête, et puis il y a eu un peu partout. On est dans des bistrots si on l'a fait, quoi. La profession agricole s'est emparée d'une partie de la vulgarisation pour essayer de faire pénétrer le progrès dans les campagnes. Il n'est pas un pays au monde où on écrit autant qu'aux États-Unis. François, Progrès pour que les les Américains. Alors que bien des pays civilisés en sont restés à des instruments périmés, toujours à l'avant-garde du progrès, les US Post Office ont entrepris de mettre l'hélicoptère à la disposition du postman moderne. C'est américain quand même. Ah, je ne vois pas en Américain avec ton hélicoptère. Eh ben, toi, à New York, avec ton motobicycle, moi... Oh, bah, ouais, non, oui. À New York. Oh. Cinémathèque centrale agricole. Derrière cette porte se trouve... Entrez. Une des cinémathèques gratuites, la plus importante de France. L'une des originalités du plan Marshall est de confier aux pays concernés le soin d'assurer eux-mêmes la diffusion de la bonne parole américaine. En France, les éducateurs du ministère de l'Agriculture sillonnent les campagnes et projettent des courts-métrages à la gloire de la modernisation. Le plan Marshall m'a demandé de faire un documentaire pour l'industrie du lait en poudre. Et j'ai raconté les aventures d'une goutte de lait. Ça commençait par une vache dans un champ et une voix qui faisait « Maman ». Ma mère. Maman. En fait, c'était une goutte de lait qui racontait son odyssée jusqu'à ce qu'elle devienne une goutte de lait en poudre. Et me voilà. Il est 5 heures du matin. Et je suis toujours 1 litre de lait. Mais je crois qu'on m'appelle pour l'expédition. Il faut que je vous quitte, je m'excuse. Alors, au revoir. Au revoir. Face au film du plan Marshall, d'autres propagandes s'organisent. En France, où un électeur sur 4 donne sa voix au Parti communiste, la résistance est aussi et surtout politique. Camarades, un long cri d'amour, de confiance et de gratitude jaillit de millions et de millions de poitrines, exprimé en 100 langues différentes, retentit aujourd'hui à travers le monde. Vive Staline! Vive Staline! Cri d'une seule voix, le métallo parisien. Le responsable du Parti communiste français, qui s'appelait Maurice Thorez à l'époque, disait « Le plan Marshall est un plan de guerre ». C'était un plan qui s'organisait autour des États-Unis pour dominer militairement les pays qui s'y soumettraient. Et c'était notre impression à nous, à ce moment-là. On croit ce que l'on voit. Ce que les communistes disaient, c'était de l'idéologie. Le tracteur, c'était une réalité. On était agriculteurs avant tout et communistes à l'occasion. Mais il y avait des agriculteurs résistants. Oh, Émile. Oh, Charles. Et tu as lu l'article sur le journal? Eh oui, et tu sais bien que je suis cultivateur comme mon père, mon grand-père et son père avant lui. Je m'en tiens à ce que je sais faire, comprends-tu? Tu réfléchiras. Charles tenait aux vieilles traditions et refusa de se joindre à nous. Mais les autres m'écoutèrent. Et le travail commença grâce à l'aide du gouvernement et du plan Marshall. Pour s'affranchir des résistances, la France du plan Marshall se doit d'obtenir des résultats. À une époque où l'appareil industriel est en cours de reconstruction, le maître mot d'une réussite encore largement hypothétique porte un nom aux consonances résolument modernistes. Productivité. Qu'est-ce que la productivité? C'est un mot nouveau, mais dont le sens n'est pas très clair. Pour comprendre ce qu'est la productivité, imaginons 2 pays, A et B. Le meilleur moyen d'apprécier la méthode de l'autre est encore d'aller voir sur place. Dans le cadre du plan Marshall, 25 000 Français, patrons, cadres, ingénieurs, ouvriers, visitent des entreprises américaines dans le cadre de missions de productivité. Les méthodes américaines apparaissent comme avant tout des méthodes modernes. Les États-Unis incarnent à cette époque-là le modernisme, la modernité.
Et cela est vrai sur le plan industriel, comme c'est vrai sur le plan culturel. Ce qui veut dire qu'il y a bien, si vous voulez, une sorte de fascination vis-à-vis du modèle économique que les États-Unis sont en train d'exporter. Et l'émission contribue précisément à ces exportations. Une visite à l'usine de tracteurs de l'International Harvester Company donne à la délégation française l'occasion de suivre une production industrielle de série dans l'une des installations les plus modernes et importantes d'Amérique. Ces missions de productivité, elles sont importantes là aussi au début des années 50. L'idée étant qu'une fois revenus effectivement en France, ils appliquent ces méthodes américaines considérées par les Américains comme plus modernes, plus efficaces, plus rationnelles, plus tout ce qu'on veut. Et il est certain que sur le long terme, c'est un agent de pénétration des méthodes américaines non négligeable. À l'américaine, suivant. Le plan Marshall n'a pas tout fait. C'est pas ce qui explique uniquement le transfert de modernité. Mais le plan Marshall y a contribué, et à côté de cela, il y a d'autres facteurs qui contribuent justement à transposer en Europe un certain nombre de comportements, de valeurs qui viennent des États-Unis. L'un des grands produits d'exportation de l'Amérique est le cinéma. La France, meurtrie par la guerre, a besoin de rêves, et celui que lui propose Hollywood a tout pour séduire. Alors le cinéma, c'est un des gros chapitres de l'influence américaine, puisque quand se pose la question de débloquer une aide financière d'urgence à la France en 1946, donc est signé un protocole d'accord, le protocole Bloom-Burns, dans lequel il y a une petite annexe qui prévoit que sera accordé un traitement préférentiel aux films américains. C'est un accord qui va déclencher une tempête de protestation en France, dans le milieu cinématographique. On va crier à la mort du cinéma français, etc. Parce qu'effectivement, on va donner plus de temps d'exclusivité aux films américains. Les films américains, porteurs d'une idéologie étrangère, envahissent nos salles. Les producteurs de films, à la faveur d'accords prétendus économiques et culturels, installent en France même leur entreprise de dégradation de notre esprit national. Mesdames, Messieurs, je m'excuse de venir troubler l'ordre de ce spectacle, mais je ne serai pas long. Et ce que j'ai à vous dire est pourtant très important. En 1948, déjà, on vous a demandé de nous aider pour la défense du cinéma français contre l'importation massive de films étrangers. Il se trouve que la chose est remise en question actuellement. Alors, pourquoi vouloir tuer le cinéma français? Et cette importation massive, supplémentaire de films étrangers nous serait certainement fatale. L'accord économique signé par Léon Blum et James Burns ouvre les portes du marché français au cinéma américain. La France s'insurge contre ce qu'elle considère comme une menace culturelle. Mais pour les États-Unis, le cinéma n'est pas un art. C'est avant tout une arme économique, au même titre que l'autre grand symbole de son industrie conquérante. Coca-Cola s'est implanté autour des années 49, mais l'implantation a été extrêmement difficile car il y avait un combat très net pour essayer d'empêcher la diffusion de Coca-Cola en France, et c'était surtout un combat politique. Il faut bien reconnaître que Coca-Cola faisait partie véritablement intégrante en fait du système américain, à tel point d'ailleurs que dans les troupes américaines, il y avait des volontaires de Coca-Cola qui étaient incorporés dans l'armée américaine, et c'est de là qu'est venu par exemple le terme du capitaine Cola. Il y avait dans chaque corps un capitaine Cola qui était chargé en fait de l'approvisionnement de Coca-Cola et de la construction des usines à partir du moment où les troupes arrivaient dans un pays bien particulier. Le Coca-Cola devait absolument suivre les troupes américaines, à tel point qu'il y avait un logement qui avait été trouvé à l'intérieur des chars Sherman pour les bouteilles de Coca-Cola, qui étaient fabriquées de façon à ce que ça ne se casse pas au moment des attaques, etc., etc. En France, on aime le bon vin. En 1949, il y a eu un groupe de députés communistes qui ont voulu qu'un texte de loi passe pour interdire la vente. C'est joint des députés de droite qui, eux, défendaient les viticulteurs, car en principe, Coca-Cola avait été désigné
comme étant la fin du vin, la fin de la bière. C'était la catastrophe. Ils pensaient qu'il n'y aurait plus de vente. Du Coca-Cola. Allez, mon bonhomme, placez votre camelote ailleurs. En Amérique. En Amérique. On avait chez nous des produits qui convenaient. On n'avait pas besoin de Coca-Cola. Je trouvais pas ça comme une nécessité, comme un besoin des Français. Moscou a refusé énergiquement l'intervention américaine et l'intervention financière du plan Marshall, ce qui fait que ça a tout de même galvanisé plus ou moins les troupes communistes qui existaient en France, et ils ont eu vraisemblablement des consignes pour essayer par tous les moyens d'empêcher Coca-Cola de rentrer en France. Alliés de circonstances contre le fascisme et le nazisme pendant la guerre, les États-Unis et l'Union soviétique proposent deux modèles de société irréconciliables. Tandis que l'URSS impose sa doctrine par la force de l'autre côté du rideau de fer, l'Europe de l'Ouest devient un enjeu crucial de cette guerre froide à laquelle se livrent Washington et Moscou. Désireux d'éviter la propagation du communisme, les États-Unis et leurs alliés européens décident d'unir leurs forces en 1949 au sein de l'OTAN, dont le siège est à Paris. De manière dissuasive, il s'agit d'établir un cordon sanitaire autour de l'URSS en permettant à l'armée américaine de s'implanter en Europe. En l'espace de quelques mois, l'Amérique établit de nombreuses bases militaires chez ses partenaires de l'OTAN. Casernes, aérodromes, dépôts de munitions. Au total, la France accueille sur son territoire une cinquantaine de ces installations. Les premiers contingents qui viennent dans le cadre des accords qui sont passés avec le gouvernement français, les premiers contingents arrivent en 1950, fin 1950. Et leur présence va s'étaler sur 16-17 ans, puisque les derniers contingents partent en 1967. Donc 17 années de présence dans cette époque de la guerre froide. Tout s'est fait à une rapidité absolument terrible. C'est-à-dire que du jour au lendemain, quand même, il y a des milliers de soldats qui sont arrivés. Donc ils ont d'abord réquisitionné les grandes installations, la martinerie et puis Déole, qui était une usine d'aviation et puis une base militaire assoupie avec un aérodrome qui était complètement périmé. Donc ils se sont emparés de ça. Je dis emparés parce qu'il y a eu une prise de contrôle des terrains qui s'est faite complètement illégalement, avec la bénédiction des autorités françaises, mais en toute illégalité. Là, c'est vrai qu'on a une forme d'implantation qui est une implantation de type colonial. C'est-à-dire, j'arrive, je m'installe, je prends les terrains, sans les payer aux propriétaires, etc., avec la bénédiction des autorités françaises. Et c'est une affaire qui s'est réglée en justice des années après. L'arrivée sur le sol français de milliers de GIs et d'officiers accompagnés de leurs familles donne un nouvel élan à un anti-américanisme déjà très actif. C'est tout particulièrement vrai des militants communistes poussés par leurs dirigeants. Le général Ridgway arrive à Paris, où il est accueilli par les représentants de 14 pays de l'Alliance Atlantique. Le successeur du général Eisenhower est présenté à la presse par M. René Pleven. L'arrivée du général Ridgway devait servir de prétexte à une manifestation communiste qui fut interdite. Évitant la place de la République où ils devaient primitivement se grouper, les manifestants se heurtent violemment en plusieurs points de Paris aux forces de police qui les dispersent. Résultat, un mort et des blessés parmi les manifestants, 200 blessés parmi la police. L'immunité parlementaire ne le couvrant pas en cas de flagrant délit, le leader communiste Jacques Duclos fut arrêté dans cette voiture en même temps qu'y étaient saisis un revolver et 2 pigeons, dont les experts devront dire s'ils étaient voyageurs ou non. À l'époque, le pays est dans une situation de guerre froide. Il y a un parti communiste qui est très important, un tiers de l'électorat, et le thème du Parti communiste sur les Américains, c'est le thème de l'occupation. Donc il y a une opposition qui est très forte. Il y a une presse communiste au début des années 50 qui est une presse d'une violence terrible contre les Américains. Les soldats américains sont présentés comme d'anciens SS, des assassins, enfin des choses comme ça. Dès 1952-53, les familles des soldats américains arrivent, enfin pas de tous les soldats, les familles des officiers essentiellement, il faut les loger. Et donc là, les réactions que l'on peut avoir s'effacent derrière la nécessité d'accueillir cette population.
Quand les militaires arrivent, ils sont logés dans des tent cities, villes de tentes. Donc ce sont des chantiers avec de la boue, des camions qui passent, enfin des conditions qu'ils jugent absolument exécrables. Ensuite, dans la deuxième moitié des années 50, on construira les premiers lotissements à proximité des villes ou à proximité des bourgades. Et évidemment, ces lotissements ne sont pas éloignés des bases elles-mêmes, bien sûr. Les maisons sont construites selon des spécifications américaines, mais par des entreprises françaises. Alors les logements ne doivent pas faire moins de 80 mètres carrés, on doit avoir tout le confort moderne, 2 prises électriques par pièce, ce qui, compte tenu des normes françaises de l'époque, est quand même très moderne. Il faut évidemment qu'il y ait des sanitaires parfaitement au point, il faut qu'il y ait une salle de bain. Dans la salle de bain, on prévoit tout, le porte-serviette, l'emplacement qui va être réservé au verre pour la brosse à dents, on prévoit tout le nécessaire de l'American Way of Life. Vous rentriez dans cette grande salle de séjour qu'ils avaient, ils avaient une petite cuisine, et puis ils avaient la salle de bain et des chambres. Bon, nous, comparé, on n'avait pas de salle de bain, vous savez, à l'époque. On se lavait dans l'évier, dans une bassine. Et puis les toilettes étaient au fond du jardin. Oui, voilà la différence. Et on était très gênés. Ça, je peux vous dire que... Bon, on n'était pas sale pour ça, parce qu'il y a des gens qui ont des salles de bain puis qui passent à côté. Mais malgré tout, on était vraiment gênés. C'était la chose qui nous gênait le plus pour les recevoir. Ils trouvaient ça bizarre et ils disaient qu'on était sale. On était sale parce qu'on n'avait pas de salle de bain et qu'on n'avait pas les toilettes à la maison. Il fallait aller dans le fond du jardin. Mais on n'était pas plus sale que ça. On se lavait aussi, mais un petit morceau. On allait aux douches municipales. C'était vraiment rustique. On avait encore les fontaines dans les rues pour aller chercher de l'eau. Il n'y avait pas l'eau courante dans toutes les maisons. C'était vraiment un autre âge, si on peut dire. Châteauroux, c'est une ville où, quand les Américains arrivent, il y a un seul ascenseur. Un seul. Puis alors, je peux vous dire, une relique. Donc, du jour au lendemain, on a une population traditionnelle qui a été propulsée, mais vraiment en très très peu de temps, dans la modernité. Et regarde François qui fait se tourner comme en Amérique. Bon. Famille, tarot. Ah bah vous venez dépêchez-vous, moi je suis pressé, moi j'ai pas que ça à faire. À l'américaine, bon c'est bon. La modernité américaine, c'était les bases, leur immensité, leur technologie, les avions, leur conception même, comme des petites villes avec des noms d'avenues, Brooklyn Avenue, Chapel Drive, des noms typiquement américains, des flux de voitures, des grands parkings, des gens qui savent faire un peu dans tous les côtés, sur les bases des magasins, des hôpitaux, tout le nécessaire et le superflu de la civilisation américaine. Du disque en passant par le réfrigérateur, on pouvait tout acheter. Donc les familles américaines gardaient avec ces magasins un lien très très fort avec l'outre-Atlantique et avaient la possibilité de trouver tout ce dont elles avaient besoin en matière de confort moderne et qu'elles n'auraient pas trouvé sur le marché français. S'ils ont le souci de préserver leur indépendance, les militaires américains ont pourtant des contacts appuyés avec la société française. C'est vrai des GIs qui fréquentent assidûment les bars, c'est également le cas des officiers et de leurs familles qui logent pour la plupart chez l'habitant. J'avais la chance d'avoir une grande maison et donc le rez-de-chaussée a été loué à un colonel, sa femme et ses 2 filles qui avaient mon âge. Et j'ai donc à partir de là eu une sorte d'enfance biculturelle où quand j'avais pas école en France, j'allais dans leur école, où je lisais leurs magazines, je voyais leurs comédies musicales, je mangeais leur nourriture et c'était quelque chose d'assez merveilleux, je dois dire. En fait, j'étais partie pour avoir une enfance atrocement triste. Il y avait autour de moi surtout des femmes en noir qui avaient perdu des fiancés, des fils et tout ça. Et tout à coup arrivent ces Américains, envoyés donc dans le cadre de l'OTAN, et c'est l'exotisme. C'est l'exotisme, c'est comme une chance de se raccrocher à la vie. Il faut dire qu'on sortait de la guerre et qu'on n'avait pas beaucoup de choses. Ça faisait que 7 ans que la guerre était terminée. Alors, de ce coup, ça a été l'opulence. C'était l'Amérique comme on peut la voir dans des romans. Ici, le réseau des forces américaines.
Nous sommes à Orléans et cette station de radio couvre avec celle de Francfort dont elle dépend toutes les régions de France où sont installées des bases américaines. Les soldats américains, d'une certaine façon, comme l'a dit je crois le président Eisenhower, ont été aussi des ambassadeurs de l'Amérique. On voulait montrer en quelque sorte la supériorité de cette vie américaine, de ce mode de vie. Parce que la guerre froide, ça a été aussi une guerre culturelle, un affrontement entre des modes de vie différents. Et c'est pas seulement des défenseurs de l'Amérique, des défenseurs de l'Occident, c'est des défenseurs aussi d'un mode de vie. Ils veulent avoir le style de vie américain, donc des petites maisons américaines confortables, sur des pelouses vertes, sans barrières, barbecues et des fêtes. On prend conscience, ce qui n'est pas le cas en France, qu'il y a une société horizontale qui fonctionne par lien de voisins. Ça forme un ensemble de communities, qui est une notion aussi qu'on n'a pas ici. Et les maisons, après, ont été réoccupées par des Français qui se sont empressés de mettre des barrières. Maintenant, il y a des haies partout, tout le monde est renfermé, on ne voit plus les pavillons. Ça ressemble à un lotissement français maintenant. Mais à l'époque, c'était tout à fait le contraire, quoi. Les Américains, on voulait aller voir le voisin, il ne fallait pas sauter par-dessus la haie ou sonner à la barrière pour rentrer chez eux, quoi. C'est une mentalité différente. Lors de vos premières observations, le mode de vie des Français risque fort de vous paraître étrange. Mais dites-vous bien que notre mode de vie pourrait bien sembler étrange à un Français de passage en Amérique. N'oubliez jamais que le Français est ici chez lui. C'est vous qui êtes un étranger en France. En parlant de clichés, abordons ensemble un problème vieux comme le monde, celui de la fille facile. Il en existe en France comme il en existe chez nous. De même que la fille facile américaine n'est guère représentative de la femme américaine, la fille facile en France ne représente en rien la femme française. Les jeunes filles françaises ne sont tout simplement pas comme cela. Lorsque la fille de Madame Beaumont et son fiancé sont de sortie, Madame Beaumont est de la partie. Dans beaucoup de familles, cette pratique se poursuit même jusqu'au mariage. Quand il débarquait, il n'avait appris qu'une seule phrase. Vous devez vous douter ce que la phrase était. Voulez-vous coucher avec moi, mademoiselle? Alors, on les regardait, on disait, mais ça va pas, non? Ils étaient très, très en colère et nous traitaient de communistes. Parce que dans leur idée, toutes les filles françaises n'avaient qu'une idée, c'est d'aller avec un Américain. Et si on n'y allait pas, c'est parce qu'on était communistes. Mais finalement, au bout de quelques mois, la majorité avait compris que c'est pas comme ça qu'on fait connaissance avec des Françaises et ça s'arrange. Mais au début, c'était tout à fait comme ça. Moi, j'ai dansé quelques fois avec eux. Alors, ce qui m'amusait, quand on faisait 3 ou 4 danses avec eux, ils nous demandaient un mariage tout de suite. Ils avaient vite pris la décision. Il faut reconnaître qu'ils étaient beaux garçons. À l'époque, ils n'étaient pas gros. Ils étaient minces, ils étaient grands. C'était des beaux garçons. Donc, ils étaient beaux, ils avaient des belles voitures. Une petite berrichonne qui n'avait jamais rien vu d'autre que le clocher de sa ville. Elle était ébahie, elle était éblouie, il faut dire. Elles étaient éblouies, les filles. Vous savez, quand on voyait les officiers américains qui se baladaient en grosses voitures et puis que les officiers français arrivaient en vélo, il y avait quand même un contraste énorme, hein, donc il y avait beaucoup de jalousie. Moi, j'ai vu des bagarres mémorables à l'extérieur du Joe entre Français et Américains parce que la fille était rentrée avec un Américain. Il y avait beaucoup de jalousie. C'est un petit peu normal, hein, quand on va à un rendez-vous en vélo et puis qu'il y a une grosse Ford Fairlane qui part avec votre nana, c'est un peu normal. Moi, les Américains, en France, donc à foutre le camp, hein, ils baissent toutes nos femmes et puis nous, les pauvres mecs à côté d'eux. Tous les bistrots, c'est américain, on rentre là-dedans, il y a que on met des dix à la radio, là, c'est des dix américains, on sait même plus si on est en France ou en Amérique, alors c'est dégueulasse, quoi.
On a marre avec eux. Hein. Alors vous seriez pour le départ? Pour la France indépendante, quoi. Puis c'est tout, les Américains vont aller chez eux, c'est vrai. Tous les loyers, c'est pour eux, tous les pavillons à louer, c'est pour les Américains. Il n'y a rien pour les Français parce que les Américains avaient plus cher qu'eux. Alors on loue aux Américains, on loue pas aux Français. Alors les Français sont dans des taudis, dans des cabanes, c'est dégueulasse, quoi. C'est quand même l'image du soldat avec lequel on peut se marier qui prédomine. Il est certain que le soldat américain véhicule le mythe du surhomme et qu'aux yeux de beaucoup de Françaises, je pense, des années 50, il représentait véritablement l'accomplissement total de l'homme que l'on souhaitait avoir comme mari. Alors on peut constater sur Châteauroux, Chaumont, Orléans et autres de très nombreux mariages franco-américains. Là, on était 31 sur cette photo, 31, et il y en a 4 qui sont mariés avec des Américains. Alors c'est celle-ci, qui est partie aux États-Unis, dans l'Ohio, celle-ci dans l'État de Washington, celle-ci en Floride, et celle-ci dans l'Idaho, et moi je suis là. Et il y en a une qui était plus âgée que moi, mais qui habitait pas très loin de chez mes parents. Elle est sortie avec un. Il devait se marier, c'était pratiquement fait. Et puis au dernier moment, il était déjà marié aux États-Unis. Donc ça s'est mal terminé. Grand, sain, moderne, l'Américain prend vite des allures de gendre idéal. Au total, près de 5000 couples franco-américains se forment en l'espace d'une quinzaine d'années. Il y a les mariages officiels et ceux qui se célèbrent en toute hâte à la veille d'un accouchement. Et puis, il y a ceux qui ne se régularisent jamais, au détriment des enfants. Ni à mon père ni à ma mère, j'en aurais jamais voulu. Ils étaient jeunes. Hein. Ma mère m'a eu, elle avait 19 ans. À l'époque, c'était 21 ans la majorité. Mon père, il était jeune, je sais pas l'âge qu'il doit avoir à peu près. Bon, ils sont un petit peu plus vieux que ma mère. Bon, mais ils étaient jeunes, donc je sais pas, il y a que qui pourrait expliquer ce qui s'est passé. En fin de compte, c'est se retrouver tout seul, vous voyez. Ce qu'il faut imaginer, c'est la vie de château à Balzan, être comblé de jouets, et d'un seul coup, de plus rien avoir. Donc vous vous retrouvez là, tout seul, avec la gentillesse de certaines personnes et la méchanceté d'autres. Je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit « Toi le bâtard, tu sors d'ici, la fête est terminée. » Il fallait l'emmagasiner aussi, ça, hein, c'était... Donc à partir de là, vous êtes bien obligé d'être un peu en colère quand même. En marge des relations affectives qui se nouent entre Français et Américains, d'autres facteurs contribuent à un rapprochement entre les uns et les autres. C'est en particulier le cas dans le monde du travail. Au plus fort des années 50, ce sont près de 30 000 Français qui trouvent un emploi sur les bases américaines. Comme ils recherchaient des personnes qui parlaient l'anglais, je suis rentrée travailler sur la base. Alors j'ai débuté tout à fait en bas de l'échelle. Vous savez, j'enregistrais des numéros, donc c'était pas passionnant. Et puis, comme je m'appliquais certainement pas mal dans mon travail, ils en ont tiré conclusion et ils m'ont fait suivre des cours de correspondance, des cours de dactylo. Et après, j'ai fait du secrétariat. J'ai fait ça toute ma vie. Quand ils voyaient qu'on y mettait de la bonne volonté et tout, je vous assure, et ils savaient nous donner confiance et nous accorder leur confiance. Et ça, je crois qu'on ne l'aurait pas trouvé chez un employeur français de la même manière. C'était quelque chose qui était spécial à eux. Si vous étiez capable, on vous confiait le boulot. Et ils travaillaient, vous savez, parce qu'on disait qu'ils étaient cool, ils avaient l'air des contracts et tout, mais ils bossaient. Hein. Et ils me faisaient remarquer souvent, parce que moi j'avais les fêtes françaises et puis les fêtes américaines. Les fêtes américaines, il n'y en avait pas beaucoup, mais les fêtes françaises, ils me les comptaient. Ils me disaient, mais qu'est-ce que c'est encore, Nicole? J'en avais presque honte. Au moment des fêtes américaines, il y a des opérations portes ouvertes très très fréquentes, donc qui permettent aux habitants de la région d'aller visiter une base américaine. Donc il y a une ouverture hein, que d'ailleurs les Français ne connaissaient pas forcément avec leur propre armée. Eux, ils recrutent des gens, et puis ils voient ce que les gens donnent. Ils ne tiennent aucun compte des diplômes. Donc on a des reclassements absolument terribles. On voit des agrégés qui deviennent pratiquement petits employés gratte-papier, puis on voit des petits employés gratte-papier qui maîtrisent bien l'anglais, qui sont débrouillards, intelligents, etc., et qui deviennent des chefs de division. Quand moi j'ai été engagé à Coca-Cola en 1955, j'ai été engagé comme chauffeur, et j'ai terminé ma carrière comme directeur des relations publiques de Coca-Cola Beverage. Donc ça fait partie de ça.
Tout ce qui est fait dans les entreprises, à l'origine, est venu des États-Unis. Le marketing n'existait pas avant. C'est les Américains qui ont apporté le système, le marketing, les sondages, etc. C'est eux qui ont apporté tout ça. La France, dopée par la productivité et le marketing, entre progressivement dans l'ère des 30 Glorieuses. Avec l'aisance retrouvée arrive la consommation de masse, amplifiée par une publicité à l'américaine. Ils arrivent! Une ère nouvelle commence, celle de l'aspirateur champion du foyer moderne. Le confort ménager a été très long à venir. Moi, à la maison, on avait une glacière. Et tous les jours, il y avait la charrette du marchand de glace, des pains de glace, qui passait tiré par un cheval. On était dans les années 50. Et avec un crochet de fer, il faisait avancer les pains de glace. Il mettait ça dans du papier journal et on remontait ça. Et alors, vous en êtes content? Mais montre donc à la petite Anne, au lieu de rester là comme un bout de bois. C'est là qu'on fait la glace. Les étagères se tirent. Et ici, c'est pour le beurre. Un coup d'éponge là-dedans et c'est vite propre. Tu vois, même à la campagne, ils en ont un. Pourquoi qu'à la campagne, on n'en aurait pas? Nous aussi. Dimanche matin, Madame Dupont s'est levée de bonne heure. On lui a signalé 2 ou 3 trucs intéressants aux arts ménagers. Et Madame s'en va d'un pas guilleret. Adieu la grasse matinée. Et Madame Dupont, nouvelle Alice au pays des merveilles, se perd dans des rêves impossibles, pendant que son seigneur et maître part à la découverte d'un monde qui lui est à peu près aussi familier que la planète Mars. Le rêve, mais qui a été appliqué, c'est effectivement tout ce qui était art ménager. C'est pour ça que dans Elle, à cette époque, on pouvait voir un spécial art ménager. Maintenant, ça ferait dresser les cheveux sur la tête de tout le monde, avec l'aspirateur, toute cette vie pratique et quotidienne appliquée dans les ménages, comme on disait à l'époque, français. Et tout ça, ça venait directement des États-Unis. Permettez-moi de vous présenter Ève, 18 printemps, et un intérêt pour les arts ménagers qui trahit son désir secret de se documenter sérieusement sur son futur métier de maîtresse de maison. Le salon des arts ménagers est là pour la rassurer. Des machines, plus merveilleuses les unes que les autres, seront à son service. L'électroménager est basé sur l'idée de confort. L'idée de confort, l'idée de paresse, on va dire, nous vient des États-Unis. Donc les premiers électroménagers sont un design, en effet, à l'image automobile, c'est un design obèse. Les frigidaires sont rebondis, les blenders, les machins là sont chromés comme ça. C'est un design obèse. L'exemple de l'Amérique ne bouscule pas uniquement les apparences. En simplifiant la vie des femmes, notamment celles qui sont issues des classes moyennes, l'électroménager bouleverse les rapports entre les sexes. Il va permettre à la femme de travailler au même titre que l'homme. Des statisticiens distingués ont calculé combien il y avait de femmes en France en comptant le nombre des jolies jambes et en divisant par 2. Ils sont ainsi arrivés au chiffre de 23 millions, plus de la moitié du total de la population française. C'est l'accès des femmes au travail qui a complètement bouleversé la société française, parce que brusquement, les hommes n'avaient plus de femmes à la maison, et donc les rôles ont été redistribués. Et un des premiers papiers dans Elle, justement, était comment être une bonne secrétaire. D'ailleurs, il y avait des espèces de fiches d'emploi. On leur disait, vous voulez être secrétaire, il faut faire ça. Vous voulez être esthéticienne, il faut faire ça. Vous voulez être médecin. Vous voyez, c'était l'exubérance au travail. Dans la presse féminine, vous allez avoir des actrices comme Martine Carole qui va suivre un régime et expliquer qu'elle se sent mieux dans son corps. Donc ça, c'est complètement une importation américaine. Il n'est pas dit que tout le monde va suivre, mais l'imaginaire se transforme petit à petit. Et l'idée que si on est dans un corps plus sain, on est plus compétitif, ça commence à arriver un petit peu à cette époque-là en France, eh bien ça gagne du terrain à travers ces magazines-là. Dans la presse magazine, il y a aussi une nouvelle génération d'hommes et de femmes de presse qui arrivent et qui créent des journaux et qui les créent en partie sur le modèle américain de la presse magazine. Il y a Paris Match, il y a l'Express, il y a Elle. Ce sont des journaux qui ont profondément transformé la presse française de l'époque. Dans la presse classique, la place de l'image était moins importante.
Le ton était certainement beaucoup plus littéraire, beaucoup plus, on va dire, disons, compassé. Or, c'est vrai que le modèle des magazines américains amène cette idée d'une presse d'information avec un nouveau ton, avec des articles beaucoup plus courts, beaucoup de photos des vedettes, avec un rôle de l'image plus important, de façon à frapper le public. Et c'est aussi une transformation dans l'approche du phénomène culturel lui-même, qui est finalement beaucoup moins littéraire. Parce que finalement, au panthéon culturel en France, il y a les écrivains, les intellectuels. Débarqué plutôt discrètement avant la guerre, puis réinstallé en force dès 1946, le jazz a capturé à ce point l'imagination des Français qui lui consacrent désormais des livres, des magazines, des thèses en Sorbonne, des émissions de télévision et des émissions de radio. Maintenant, Jazz dans la nuit, l'émission de Lucien Malson et André Francis. Bonsoir. Le jazz était quelque chose qui faisait pulser la maison. Et je me souviens que quand j'ai réussi mon passage au lycée, j'avais donc 10 ans en 55, le cadeau que ma famille m'a offert, c'est que mon oncle m'emmène au Théâtre des Champs-Élysées où passait l'orchestre de Duke Ellington. C'est un des plus grands souvenirs de ma vie, parce que j'avais entrevu au cinéma, mais quand la section de cuivre se lève derrière les pupitres sur Caravane ou sur Take the A-Train, c'est un truc qui vous marque à jamais. Le jazz fournit une bande originale toute trouvée au polar, un genre littéraire en plein essor que la France emprunte à l'Amérique pour mieux se l'approprier. Trompettiste dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, Boris Vian choisit de se faire appeler Vernon Sullivan pour ses débuts littéraires. Lorsqu'il développe sa série noire, Marcel Duhamel assume pleinement cet héritage américain. Nous cherchons bien entendu à donner au public des documents. Et je crois que l'ensemble de la série noire, c'est un document unique, en particulier sur l'Amérique. Le décor naturel du polar est celui du film noir. La France tombe sous le charme de ses productions à petit budget qui exportent le romantisme de l'Amérique urbaine. Autre fleuron de l'industrie hollywoodienne, le western perpétue le mythe de la liberté et des grands espaces. À Paris, il y avait un cinéma, moi je me souviens, qui était rue de la Gaîté, qui s'appelait le Texas. Et la porte d'entrée du cinéma, avant d'accéder à la caisse, c'était comme les portes de saloon, les portes de battante, comme ça. Alors on rentrait, on allait à la caisse, on payait, on allait voir un western de série B. Et quand on ressortait, évidemment, on roulait des mécaniques, on poussait les bâtons, et on se retrouvait rue de la Gaîté à Paris, dans le 14e arrondissement. The man with the naked spur. Le cinéma propage une idée formidable, puisque ces produits vont être placés, comme on dit aujourd'hui, dans les films, c'est-à-dire que le bel acteur, le Dean Martin, il a la belle bagnole comme ça, la belle fille, elle est dans la belle cuisine, elle a le bon mixeur, donc c'est des formidables campagnes de pub, et personne ne peut résister à ça. On règle avec cette commande, et ça contrôle automatiquement l'atmosphère et la température. Magnifique. C'est Ellie qui l'a repéré. Dommage qu'on n'ait pas eu ça pour Tommy, ça aurait évité les ganglions. Oui, très intéressant en effet. Mais venez donc voir ça, vous allez être étonnés. Simple aussi, on met en route. Tout le cinéma des années 40 vante les choses les plus modernes, les appartements les plus grands, la façon de décorer. Beaucoup de films ne sont que des catalogues de la Redoute. C'est-à-dire qu'on vous montre comment il faut s'habiller, comment il faut se vêtir, comment il faut aménager sa maison, comment il faut avoir un jardin, comment il faut avoir 2 voitures. Le cinéma américain a toujours servi the American way of life. But I am involved. We are all involved. L'American way of life, oui, mais laquelle? L'Amérique elle-même doit affronter les bouleversements liés au progrès. Le basculement brutal des teenagers dans la consommation de masse est source de conflits, de ruptures et de mutations. Les adolescents des années 50 rêvent d'indépendance et la musique qui leur sert d'étendard l'affirme haut et fort. Oh yes. Our story is about music. Not the music of long ago, but the music that expresses the culture, the refinement, and the polite grace of the present day. Ready, set, go, man, go. I got a gal that I love, so I'm ready. Ready, ready, set, I'm ready. Ready, ready, set, I'm ready. Ready, ready, set, I'm ready, ready, ready to rock and roll. La musique américaine et le rock'n'roll, c'est une impression de liberté qui est multiple. C'est la liberté d'expression,
c'est la liberté de mouvement. C'est une révolte qui n'est pas vraiment... Bien sûr, il y a les Teddy Boys. Bien sûr, il y a des bagarres, il y a des films, Graines de violence et tant d'autres qui montrent une certaine réaction violente. Mais on est plus dans une libération, un peu agressive de temps en temps, que dans une violence. Donc c'est une libération. Yes, you know this young man. You've heard more about him than any star personality in the modern entertainment world. Yet, here is an Elvis Presley you've never seen before. Il y a des gangs qui se sont formés comme un peu partout. Moi, je me souviens dans mon quartier, c'était la bande de Vaugirard, mais il y avait la bande de Montreuil, il y avait tout ça. Et là, évidemment, les gens se mettaient en jean. Et puis, sont apparus les blousons. C'était au départ des blousons d'aviateurs américains, des blousons en noir, des blousons de cuir. Et les voyous, d'ailleurs, de l'époque, en France, on les appelait les blousons noirs. Et il se trouve qu'avant d'être journaliste, j'étais catcheur. C'est pas vraiment la meilleure formation. Et j'étais un méchant. Et pour faire monter un peu la pression dans la salle, on arrivait sur la musique de Blackboard Jungle, c'était Rock Around the Clock. Et on avait des blousons noirs et on avait la chaîne de vélo à la main. Et les gens disaient « Salaud, retournez d'où vous venez !» Et on passait pour des voyous. Tous ces 12 millions de beaux bébés dont parlait le général de Gaulle en 1946, à partir de 58-59, ils arrivent à l'âge de la préadolescence, ont de l'argent de poche, ce que n'avaient pas leurs parents juste à la fin des années 30 ou au début des années 40. Ils ont de l'argent de poche qu'ils vont dépenser dans des disques, etc., pour aller au cinéma. On a au même moment le déversement de produits culturels américains, cinéma, musique, etc., qui font le bonheur de la population et notamment qui vont faire le bonheur de la jeunesse. Il y avait une volonté d'émancipation de la jeunesse, il y avait une révolte contre le père, et le père c'était De Gaulle à l'époque. Et ma génération voulait balayer tout ce qui venait de l'avant-guerre, de toutes ces attitudes-là. Il y avait une volonté du mid-generation qui commençait avec ces modèles qui venaient effectivement d'Amérique. Comme le temps passe, voici qu'une autre génération se lève, qui ne connaît même plus Adolf Hitler, et qui préfère au titre de blouson noir celui infiniment plus sympathique de copain. Salut les copains. Salut les copains. Fasciné par l'exubérance du rock'n'roll et la décontraction du blue jean, la nouvelle vague des années 60 consacre l'américanisation de la société. Jean-Philippe Smet, transformé en Johnny Hallyday, Claude Moine, métamorphosé en Eddie Mitchell, en affirmant leurs envies de liberté, les yéyés prennent le pouvoir. Cette manifestation d'indépendance, souvent mal perçue par les générations précédentes, provoque une nouvelle bouffée d'anti-américanisme. D'un côté, vous avez une admiration sans borne, une fascination extraordinaire pour les choses qui viennent d'Amérique, la musique, le cinéma, tout ce qui est culturel et même au-delà, les vêtements, les comportements quotidiens. Et cette fascination s'accompagne d'une hostilité marquée à l'égard des États-Unis, mais des États-Unis mythiques, c'est-à-dire des États-Unis tels qu'on se les représente dans la tête. Et ça, c'est une des caractéristiques de l'anti-américanisme en France. A sad day in the history of Saint-Germain-en-Laye, the former home of the U.S. Military Command Headquarters for Europe. 26,000 troops must vacate France by order of President de Gaulle. Dans le sillage du Parti communiste français, les gaullistes ont repris le flambeau de l'anti-américanisme. Depuis son retour au pouvoir en 1958, le général de Gaulle souhaite s'émanciper de la tutelle militaire des États-Unis. En 1966, le désamour entre Paris et Washington atteint son paroxysme. Et le général exige le démantèlement de toutes les bases américaines encore installées sur le sol français. Là se trouvait installé depuis 13 ans le haut état-major américain d'Europe, dont les couleurs ont été amenées devant des détachements américains et français. Le départ des Américains a été vécu comme un traumatisme. Ça a été un traumatisme. Ça a été un traumatisme très très violent. Je veux dire avec des violences. Ça a été vécu comme une remise en question des avantages sociaux acquis, de tout cet aspect social.
La ville était vide, parce que les Américains sortaient beaucoup, se promenaient. Du jour où ils sont partis, c'était moins vivant. Moins vivant, et il y a beaucoup de gens qui se sont trouvés au chômage. Quand j'étais licenciée, c'est sûr qu'en partant, j'en avais gros sur le cœur. Mais il n'y avait rien à dire, rien à faire, c'était comme ça. Est-ce que les Américains vous donnent envie d'être Américains? Enfin oui, moi j'aimerais être Américain car je pense qu'ils ont plus de liberté que les Français. Qu'en Amérique, ils ont un peu plus de distraction aussi qu'en France. Ils sont un peu plus libres par rapport à leurs parents, enfin que... Et vous? J'aimerais bien être Américain pendant un an, mais après, notre grande vue, ça m'amuserait plus. Avec tous les crédits, tout ça. J'aimerais pas être américain parce que je trouve que les Américains ont des coutumes un peu trop excentriques. J'aimerais bien vivre en Amérique quelque temps pour pouvoir étudier leurs coutumes, mais j'aimerais pas être américain. Je préfère être français. Aujourd'hui, ce sont nos propres coutumes qu'il faudrait étudier. À l'exemple de l'Amérique, la France s'est pliée à la modernité. Mais l'évolution de la société française est-elle le fruit d'un mouvement naturel ou bien celui d'une américanisation forcée? Il y a indubitablement une influence américaine importante qui a existé et qui existe encore en France. En même temps, si on regarde bien, cette influence américaine, elle est digérée par la France d'une certaine façon. Et donc, en France, on va utiliser certains aspects qui nous viennent des États-Unis, mais pas tout. Donc moi, je pense que le fait qu'on ait l'impression que nos deux sociétés soient assez proches, que ce soit New York, Los Angeles d'un côté, Limoges, Tours et Paris de l'autre, c'est certainement lié à la présence de produits à peu près identiques, mais je pense que c'est assez superficiel. Une voiture pareille et pas de chauffeur. Quelle époque! Jérôme, au cercle! Les Français, ils étaient tous marqués par le rêve américain. Je pense que nous avons tous reconstruit, chacun dans son style, une Amérique de rêve. En conclusion, moi, ça a été formidable dans les années 40-50, d'abord parce que ça nous a donné une espérance formidable. Aujourd'hui, je doute que la position américaine en Europe, dans le monde, en France, donne quelque espérance que ce soit. C'est plutôt consommer et taisez-vous. C'était pas la consommation à l'époque, ou tout au moins on n'avait pas compris que c'était en fait de la consommation. Maintenant qu'on a Disneyland chez nous, je crois que ça va, les gens ont compris. You'll never know. You'll never, never know I care. You'll never know the torch I bear. You'll never know it, for I won't show it. Oh no, you'll never, never know. You'll never know. You'll never, never see me cry. Not even when you're glancing by. For I won't weaken when we're speaking.